Les consultations au Palais national se poursuivent dans le but de recueillir des propositions en ce qui concerne la crise préélectorale. Après avoir rencontré son prédécesseur René Préval, le chef de l'État a reçu ce jeudi les responsables du parti Ensemble Nous Fort et Mme Odette Roy-Fonbrun. Suivez les explications de Jean-Renel Sénatus et de José Ulysse du parti Ensemble Nous Fort. Dans ce sens, nous pensons qu'il faut un compromis pour que le Parlement sénateur capable en fonction jusqu'à ce qu'on soit typique clair que le président fait mandat. Nous proposons tout que gagne un premier ministre de consensus, même bien dit depuis n'importe quel dialogue un monde qui est capable de venir rassembler la classe politique là, chita tout le monde, parler avec tout le monde, discuter avec tout le monde et mettre tout le monde en confiance pour que nous puissions parler d'aller dans l'élection. Parce que je dis à Mbaké, il y a une pièce parti politique qui sentit assez en confiance pour parler de l'élection je dis là. Et nous pensons tout que si il y a une mesure qui pourrait pour essayer de monter une assemblée constituante qui permettre que nous passions dans la Constitution pour résoudre ces problèmes que tout le monde a posé depuis l'époque président Préval, nous pensons que la partie intéressante. Nous croyons que c'est une obligation pour le président. C'est l'article 136 de la Constitution qui dit que le président a pour lui veiller à bonne marche institution. Nous-mêmes, nous constatons qu'il y a un problème. Même Jean-Président constaté qu'il y a un problème. Parti politique constaté qu'il y a un problème. Société a tout cas regardé où il y a un problème. Et si il y a un problème, nous voulons stabilité dans le pays, ou même qui journaliste, moi-même qui avocat, qui je dis à dirigeant en parti politique, nous voulons vivre dans ce pays, pas dans ce pays d'Haïti. Donc par conséquent, nous estimons démarche président a fait vraiment bien, mais nous seulement été en observation pour nous tendre, pour nous qui ça, président, pour le faire avec un ensemble de suggestions, de propositions que partis politiques et membres de la société civile là fait. Nous-mêmes, nous faisons travail pas nous, nous avons président, on en parle là, justement pour nous aller vers un apaisement social, pour nous aller vers un pays qui a une stabilité, côté pays qui a aller de l'avant. Le Centre d'analyse et de recherche des droits humains a présenté au cours de cette semaine une proposition de sortie de crise. Selon son président, Maître Gédéon Jean, cette proposition se résume en 8 points. Prenons en exemple le respect des mandats constitutionnels présidentiels et parlementaires, la démission du Premier ministre et la formation d'un nouveau CEP suivant l'article 289 de la Constitution. Parce que même quand on est en situation de crise, il faut qu'on pas transiger sur certains principes. Parce que lorsqu'on négocie en cas de crise, c'est justement pour revenir à la normalité. Ça, c'est la première considération. Et deuxièmement, protagoniste, il doit connaître qu'il ne pas violer certaines normes fondamentales au niveau de la Constitution. Donc, du mandat constitutionnel, là, nous-mêmes, nous ne pas transiger pour ça. Donc, nous pas pour le départ du président Martelly, nous pour Martelly faire mandat là normalement. Premier point. Maintenant, deuxième point, nous pas pour option dirigée par décret. Puisque si nous optons pour l'état de droit, si nous disons que nous avons fait démocratie, il faut que nous respections la Constitution. Donc, option dirigée par décret illégale, c'est contraire à la loi, c'est contraire à la Constitution. Et également, en ce qui concerne le Conseil électoral, nous-mêmes nous optons pour un nouveau Conseil électoral se basant sur l'article 289. Pour que ça, c'est simple. Constitution amendée à reprendre l'article 289 là, et tout secteur là, sauf le Conseil de consultation. Et bien voilà, comme l'article 289.2 a possibilité à l'exécutif au cas où tu as un secteur qui n'est pas là ou bien qui fait abstention pour le combler vide, donc c'est résolu. Donc si nous référons à l'exigence groupe sénatoriaux, donc pas de problème pour nous un conseil électoral provisoire. Maintenant, l'autre aspect qui est important, l'autre enjeu de la crise, c'est garantie qui doit par l'exécutif. Et c'est normal parce que c'est notre préféré, nous, à toute élection qui est organisée après 86, n'après que l'exécutif est toujours contrôlé généralement et appareil électoral. Donc, il y a des garanties formelles qui doivent au niveau de l'exécutif pour que nous connaissions l'élection la libre, honnête et démocratique. Donc, le Premier ministre Lamotte a rencontré mercredi la ministre de la Santé publique et le ministre de l'Éducation nationale pour un plan de réponse en cas d'apparition du virus Ebola sur le sol haïtien. Ce plan, élaboré par le ministère de la Santé publique, a pour but de bien armer la population et notre système de santé afin de faire face à toute éventualité. Il vise également à réduire au minimum la mortalité en cas d'importation de cette fièvre dans notre pays. Pour prévenir et anticiper l'apparition du virus Ebola,
Un ensemble de mesures a été prise, notamment dans la mise en place d'un dispositif de contrôle sanitaire au point d'entrée dans les aéroports, les ports, aux frontières terrestres et maritimes, ainsi que l'application des prescrits de la réglementation sanitaire internationale. Ebola, c'est un virus que vous joignez dans les chauves-souris et dans les macaques comme réservoir naturel. Yo même pensé que c'était chauve-souris avant, c'est chauve-souris qui mord des macaques là qui fait macaques là vinn gen Ebola. Nous t'es alliés nous à d'autres ministères au fur et à mesure peut-être que n'a pas obligé gain plus, mais jusqu'à présent nos alliés, on doit dire naturels, c'était le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales qui gérait les histoires d'immigration. C'est le ministère de l'Économie et des Finances qui gérait APN et douane. C'est le ministère de l'Éducation nationale qui fait pour contribuer à l'éducation, particulièrement dans les écoles. Et c'est la police nationale d'Haïti qui fait pour nous un encadrement si jamais nous avons remarqué qu'il y a des cas suspects. C'est le même système qui continue à rouler à travers l'équipe mobile d'intervention rapide qui existait au niveau de chaque département pays pour nous capables de suivre surveillance épidémiologique là bien de telle sorte que progressivement nous connaissons qui gens pour nous expandre, ça pour nous expandre, qui gens pour nous contrôler pratiquement les cas suspects de Ebola. Il y a des mesures de prévention qui sont très simples. La première, c'est ne pas voyager dans les pays où on a l'impression qu'il y a des cas. Ça a vraiment abstenu nous autant que nous capables. Deuxième bagaille là, c'est le lavage des mains. Parce que au monde doit avoir une simple fièvre et puis moun vient commencer capable bail virus ça. Parce que le virus se trouve dans les sécrétions. Donc là par exemple pour bail moun on la main ou gen impression bail trop moun la main, éviter mettre dans les yeux, éviter mettre dans bouche. Laver main autant qu'on capable chaque fois qu'on capable, autant que ça passe dans tête tout pour capable éviter vraiment que ou prend virus ça qui pas transmettre ni par maringouin, ni par l'air, ni par l'eau, ni par les aliments, c'est plutôt par contact humain direct que ou capable prendre Ebola. Le gouvernement, qui appelle à la sérénité de la population, l'exhorte à ne pas céder aux rumeurs ni à la panique. Il assure qu'il saura assumer ses responsabilités. Il rappelle toutefois qu'à ce jour, aucun cas n'a été détecté ni révélé en Haïti. Les avocats de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide continuent de dénoncer le comportement du juge Lamar Bélizaire qui refuse de se dessaisir du dossier de M. Aristide, ce malgré la demande formulée par les défenseurs de l'ancien chef d'État. Maître Mario Joseph et Maître Gervais Charles ont fait remarquer que le leader du parti Formi Lavalas est prêt à se présenter devant la justice, mais pas devant le magistrat Bélizaire. Le président Aristide paraît pour aller devant la justice, il fait déjà. Il est allé devant le juge Vikel, donc nous pas fui la justice. Mais tout, nous pas qu'à mener tête dans l'abattoir. En tant que président, c'est moun qui est mieux placé et pour faire respecter la loi et les principes de droit et les gagner et un dossier qu'a traité. Nous faisons tout bagaille pour nous faire et nous faisons des recours. Et recours ça yo, juge dans ta doué, s'il t'a respecté tribunal ou bien cour supérieur, tant que cour d'appel, cour de cassation, et bien au nom respect ça t'a doit camper pour t'arrêter qui a décidé. Donc son juge qui pas respecté et tribunal supérieur qui pas respecté la loi. Président Aristide à la disposition de la justice, c'est droit pour le récuser, pour le demander dessaisissement au juge que réputation bien établie, que nous connaissons qui mal nommé, et nous connaissons et en même temps qui docilité les gagnants face à pouvoir. Donc, c'est pour qu'être ça, pour le bon renoncé de la justice même, nous demander cour de cassation pour y dessaisir et pour dossier à le joindre ou l'autre juge et d'instruction. So demande tout à fait normale
et me paraît qui empressement qui gagne pour juge là pas conformer et donne arrêt de la Cour de cassation cap régler toute bagaille. Si arrêt c'est Cour de cassation li retenu, c'est devant l'autre juge et d'instruction de bras. Donc pas ouais véritablement aucun côté où mon cas dit que le président Jean-Bertrand Aristide pas voulu présenter le devant c'est la justice. La Fédération protestante d'Haïti dénonce toute pratique dite religieuse contraire à la parole de Dieu. C'est la réponse du président de la Fédération, Sylvain Exantus, à la question d'un journaliste portant sur le problème de certains pasteurs qui exploitent la naïveté de leurs fidèles pour leur soutirer de fortes sommes d'argent. Le pasteur Exantus exhorte ces derniers à se rétracter et à agir selon les prescrits des Saintes Écritures, tout en annonçant que des mesures sont en cours en vue de régulariser le secteur. Toute l'Église qui est sérieuse, les connaît qu'elle doit réformer tête à chaque instant. Et comment se réformer? C'est à la lumière de la parole de Dieu. C'est pendant qu'on a regardé la parole de Dieu, et puis la parole de Dieu a accusé où? La parole de Dieu a dit, mais ça qu'on fait qui n'est pas correct. Donc si on écarte de la parole de Dieu, c'est normal de tomber dans une déviation, il n'est pas capable de répondre aux exigences de la parole. Nous, en tant que protestants, et comme Fédération protestante d'Haïti, nous dénonçons toute bagarre qui n'est pas faite selon la parole de Dieu. Naturellement, culture influencé le protestantisme, influencer la religion, mais nous encourageons tout le monde pour garder sous parole là. C'est lui-même qui miroir nous pour vie spirituelle là tout, pour besoin de garder la parole de Dieu chaque jour pour connaître est-ce qu'on est dans la droiture. Donc toute l'Église qui passe au rail là, nous exhortons, c'est pour retourner à la parole, parce que la réforme n'a pas eu lieu une fois pour toutes. Toutes les églises doivent se réformer sans cesse. Donc, complicité de l'État également, et nous dénoncer question ça, je dis à nous demander support de l'État, et nous, déjà en pourparler avec le bureau du Premier ministre, sur un certain nombre d'accords qui pour permettre que la Fédération protestante d'Haïti gagne plus d'autorité et pour lui freiner une série de bagages. Martin Booth, directeur exécutif de la Digicel, dément que la compagnie procède à des retraits injustifiés d'unités sur les comptes de ses clients. Il explique que l'utilisation de certaines applications, qui sont coûteuses, est à l'origine des anomalies constatées par certains. Il encourage par ailleurs les utilisateurs à choisir un plan conforme à leurs besoins. Donc la première chose, c'est les plans. On a des plans qui sont très, très bon marché, qui vous permettent déjà pour 5 jours d'avoir 10 ou 20 mégabits, qui en fait vont réduire cet impact. Tu comprends? Deuxième chose qu'on est en train de faire, c'est qu'on veut, pour les premiers mégabits de la journée, les quelques qui pourraient être pour, par exemple, une petite mise à jour de ton téléphone, parce que ça aussi c'est dangereux. Si tu as un iPhone, la dernière mise à jour de iPhone était 1,5 giga pour mettre à jour ton iPhone. Donc imagine que tu es sur un réseau mobile et que tu utilises 1,5 giga de téléphone. Ta mise à jour pourrait te coûter $1000 US. Donc, quelques conseils. Si vous êtes à la maison, si vous voulez télécharger des gros fichiers, essayez de monter sur un Wi-Fi, toujours. Parce que les gros fichiers, ça prend beaucoup de bande passante. Les réseaux mobiles peuvent le faire, mais ne sont pas vraiment faits pour ça. C'est à la maison qu'on devrait le faire. Donc, si vous avez ça à la maison, faites-le à travers le Wi-Fi. Deuxième chose, si vous ne voulez pas utiliser pendant une période des services data, tous les smartphones nous permettent de l'éteindre. Donc à ce moment-là, vous pourriez toujours recevoir des appels voix, mais les services data ne seront pas facturés. Okay. Et troisième chose, à mon avis la plus facile, c'est de souscrire à des plans qui consomment à votre consommation. Et là, vous allez voir très rapidement baisser le coût de ces communications. Et il faut acheter un plan de 50, 100 mégabits, 200 mégabits par jour, ça dépend de ce que vous utilisez. Donc, parce qu'avant, il fallait prendre son téléphone pour faire un appel. Maintenant, le monde change. On a un smartphone, on veut être connecté tout le temps, on veut avoir le dernier mail dessus tout de suite, maintenant. On veut avoir le dernier Twitter, le dernier Instagram, liker une page sur Facebook. Tout ça, c'est des nouvelles moyens de communication qui actuellement sont facturés comme tout service rendu.
Le centre de ressources pour la musique ouvre à nouveau ses portes à l'initiative de Kai Musicla qui a voulu répondre à la demande de ses membres en mettant à leur disposition des salles de formation, une médiathèque, une salle de répétition et une scène. Milena Sandler-Widmayer et Eddie Renaud d'Haïti Music nous en disent plus. Nos projets restent les mêmes. On n'a pas dévié de notre première ligne maîtresse. Et le renforcement du secteur de la musique en Haïti, la valorisation du patrimoine musical haïtien, la promotion de la musique haïtienne à l'étranger et le fonds documentaire, c'est-à-dire la médiathèque, les livres, les CD et tout ce qu'on peut trouver pour la promotion de la musique haïtienne. Pour devenir membre de Haïti Music, vous n'aurez qu'à venir au 35 de la rue Eloi. Nous sommes ouverts aux artistes, aux techniciens, aux distributeurs, aux producteurs, aux éditeurs, aux journalistes. Et ces gens-là tous, ils peuvent devenir membres et les inscriptions se font à Kai Musicla de 9h à 5h, du mardi au samedi. Et la cotisation annuelle est de 1000 gourdes seulement par année. Cette année encore, à travers le programme européen d'appui aux initiatives culturelles PESIC, la Fondation Haïti Jazz, en tant que représentante de la filière musique, a identifié 2 bénéficiaires d'attribution directe, l'école d'Essex Baptiste de Jacmel et Haïti Music. Avec le matériel de sonorisation acquis, la Fondation a fait bénéficier à 50 ingénieurs du son partout dans le pays un atelier de renforcement des acquis qui s'est déroulé ici même à Kai Musicla cet été. Et en 2015, ce sera au tour de 50 professionnels des métiers d'encadrement de l'artiste de bénéficier d'ateliers de perfectionnement. Tout ceci pour souligner la continuité dans les actions qui lient la Fondation Haïti Jazz et Haïti Music et la nécessité pour une telle association et un tel lieu d'exister. Dans l'actualité à l'étranger, un passager d'Air France pris de tremblement a été soumis à un contrôle médical jeudi à l'atterrissage d'un avion de la compagnie aérienne à Madrid, suivant le protocole d'urgence pour Ebola. 3 nouveaux cas suspects d'Ebola ont été signalés ce jeudi en Espagne. Parmi eux figure un passager d'un avion d'Air France qui effectuait la liaison Lagos-Madrid via Paris. L'individu qui a été victime de tremblements en vol a aussitôt été pris en charge à son arrivée à l'aéroport madrilène et transféré à l'hôpital. L'Organisation mondiale de la santé a fait le point aujourd'hui sur l'épidémie et les mesures de prévention. Nous avons établi une liste de 14 pays prioritaires qui ont été choisis en partie car ils ont des frontières terrestres avec les pays touchés. Nous parlons de la Guinée-Bissau, du Sénégal, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Mais nous reconnaissons bien sûr que le virus peut voyager ailleurs, comme on l'a vu récemment aux États-Unis ou en Espagne. Dès le signalement d'un cas suspect, les autorités espagnoles déclenchent le protocole d'urgence, comme ce fut le cas ce jeudi à Madrid. Elles continuent par ailleurs de former les travailleurs de la santé et les personnels des services d'urgence qui sont amenés à entrer en contact avec d'éventuels malades. Guékédou, un village de Guinée-Conakry, l'épicentre de l'épidémie d'Ebola qui en 7 mois a fait plus de morts qu'en près de 40 ans. Désormais l'OMS comme l'ONU ne cherche plus à minimiser la situation, elle est préoccupante. Le nombre de cas ne cesse d'augmenter et la contamination pourrait gagner du terrain partout. Ebola 2014 est issu de la souche la plus dangereuse. Il y en a 5 au total, dont 4 en Afrique. L'Ebola Zaïre, identifiée pour la première fois en 1976, est la plus virulente. Le malade qui en est atteint n'est pas contagieux pendant la période d'incubation, qui peut aller de 2 à 21 jours. Une fois les symptômes déclarés, la contagion est insidieuse. Elle se fait par la salive, le sang, la sueur, les matières fécales ou le sperme, des fluides corporels avec lesquels il est très facile d'entrer en contact. Surtout si l'on est un proche de la victime ou un membre du personnel médical. Ce sont ces 2 catégories de personnes qui sont les plus touchées par Ebola. Si le personnel médical est censé prendre les précautions maximales, lesquelles ne fonctionnent pas toujours, que dire d'une mère dont l'enfant est malade? Combien d'entre elles se protègent? Le problème numéro 1 à ce stade reste la rapidité de propagation.
Les patients déjà en quarantaine y resteront et mourront probablement, mais certains d'entre eux vont retrouver quelques forces. Ils vont vouloir quitter leur unité, rentrer chez eux parce qu'ils doivent trouver à manger. Et là, ils vont infecter les membres de leur communauté. Donc, on va voir de plus en plus de personnes infectées dans les rues. Nous devons nous assurer que l'on peut isoler suffisamment les patients atteints pour éviter davantage de contamination. Ce sera le moment où l'on pourra stopper l'épidémie. Et à ce moment-là, on sera capable de la contrôler. Mais on n'y est pas encore. Ceci explique-t-il cela? Entre 1976 et 2012, les diverses épidémies d'Ebola ont fait 1590 morts. Octobre 2014, déjà plus de 8900 cas et plus de 4400 morts. Un taux de mortalité situé entre 50 et 70%. Le plus grave reste à venir. Actuellement, la maladie progresse ainsi 1000 nouveaux cas par semaine. D'ici décembre, il pourrait y avoir 5 à 10 000 nouveaux cas par semaine. Et si l'épidémie n'est pas enrayée en Afrique, comment éviter la contagion sur d'autres continents? Certes, les moyens mis en œuvre, les protocoles de sécurité et de mise en quarantaine sont drastiques en Europe ou en Amérique. Les cas américains et espagnols rappellent cependant que cette épidémie-là est particulière.